Bonsoir. Aujourd'hui, couverture spéciale sur les élections législatives en Algérie. Alors, les élections et la démocratie en général, avec toutes ses déclinaisons, nous viennent, comme le sait Monsieur Tout-le-Monde, de la Grèce antique, d'Athènes. Démocratie, démos, kratos ou kratios, le pouvoir du peuple, une véritable révolution politique, puisqu'il a failli l'arracher par la force des multitudes du peuple à l'archontat, une oligarchie, un collège de 9 nobles investis de tous les pouvoirs pour une période donnée et répartis entre ces 9 membres en respect à des usages et de la personnalité des uns et des autres. Une forme de pouvoir qui avait succédé à la royauté et qui allait devenir une étape vers la démocratie après une longue et très laborieuse période de réformes et de convulsions politiques. Mais il faut rappeler que ce mode de gouvernance était plutôt relatif, la démocratie athénienne. Si les citoyens avaient en effet tous le droit de participer directement aux débats et aux décisions d'ordre public, il faut néanmoins rappeler que cette citoyenneté n'était pas accessible à tous les habitants de la cité d'Athènes. Il fallait être au moins d'un parent grec, au moins d'un seul parent grec, être de sexe masculin, avoir plus de 20 ans, avoir accompli son service militaire, avoir prêté serment à la cité, ne pas être un métèque, c'est-à-dire un étranger établi dans la cité. La démocratie allait ainsi évoluer au fil des siècles pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, où nulle part elle n'est ce qu'elle prétend être, même si, selon les systèmes et les sociétés, elle se différencie d'un pays à un autre, d'un système où elle s'exerce de façon relativement transparente et réelle, relativement, jusqu'à ceux, les plus nombreux, malheureusement, les plus opaques, où elle n'est qu'un faire-valoir, une grosse arnaque, un village Potemkin où elle sert à faire croire à des peuples incarcérés qu'ils sont maîtres de leur destin respectif. Alors que dans la triste réalité, tous les supposés équilibres du système ne sont que des façades en trompe-l'œil, où tous les principes autoproclamés ne sont que des leurs. Ainsi, dans les démocraties occidentales, et même si le pouvoir financier, sous le contrôle de forces souvent occultes, influe de façon puissante sur les élections, notamment sur les élections, il n'en demeure pas moins que la séparation des pouvoirs y est généralement effective et que les scrutins sont généralement sincères. Par contre, dans les autoproclamées démocraties des pays du sud global, comme l'Algérie, qui sera donc notre sujet du jour, elle est, cette démocratie, grossièrement érigée en arnaque majeure, une coquille vide, un mensonge systémique, où le suffrage est une grosse farce électorale, où la séparation des pouvoirs est un non moins grossier mensonge, où le seul véritable pouvoir est celui d'une junte qui s'est accaparé la totalité du pouvoir ou qui le partage un peu avec le président en titre qu'elle a elle-même désigné, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. J'ai essayé de dire les choses de la façon que je crois vraie et juste,
sans fioriture, sans louvoiement, nous inviter, nous diront ce qu'ils en pensent et surtout comment faire pour sortir de ce cauchemar, de cette colonisation du pouvoir populaire par une mafiocratie, un pouvoir foncièrement prédateur. Législative algérienne, une autre supercherie halal, point d'interrogation. Et donc pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Dr Hassan Hirish, économiste, écrivain et analyste politique. Hassan, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation, ça fait longtemps que je ne suis pas sur ce plateau-là. En effet. Je suis content de te trouver en forme. Merci, et c'est réciproque. Merci à tous les spectateurs qui nous regardent. Merci de m'avoir associé à Rahim, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont l'analyse est totalement pertinente. Donc nous allons échanger autour des législatives. Et les S ne sont pas haram, hein. On peut rajouter un S. Ah oui, législative algérienne, il manque un S algérienne. Merci. Fin observateur. Alors, Abdelrahim Moussaour, en effet, enseignant, militant politique pour la démocratie en Algérie. Abdelrahim Moussaour, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation, cher Jamaldine. Le plaisir est partagé de Hassan. C'est toujours un plaisir de me retrouver à partager avec toi un tableau, un plateau plutôt, pourquoi pas un tableau de dissertation politique et d'analyse, etc. Tout le plaisir est pour moi en tout cas. Je passe un grand bonjour à tous les téléspectateurs de North Africa TV, à tous les Algériens qui nous regardent en Algérie ou ailleurs. Merci. Alors, grosse surprise aujourd'hui, pour moi du moins, mon collègue Ali Boukhlef, journaliste en Algérie, ça fait longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de le recevoir dans mes émissions. Ali Boukhlef, journaliste, est donc avec nous. Ali, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Bonsoir Ali. Alors, donc... Est-ce qu'on est en direct là? Pardon Ali? On est en direct là? Oui, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Parce qu'on s'est entendu que ça sera un peu plus tard. Ah, d'accord, parce qu'on nous avait dit que vous étiez avec nous. Donc, vous allez nous rejoindre tout à l'heure. D'accord, Ali. Merci. 19h hors algérienne, j'ai dit. C'est pour ça qu'il y a un petit propos. Parfait. Merci. À tout à l'heure, alors. Tout à l'heure. Alors, Hassan, voilà, donc j'aimerais que nous puissions d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet de ces élections, j'aimerais d'abord que nous puissions parler un peu de ce besoin pour des systèmes comme celui qui a capté le pouvoir en Algérie, ce besoin irrépressible, maladif, malsain, de vouloir paraître ce qui n'est pas. Pourquoi est-on passé d'un certain moment, rappelez-vous les années boumediennes, où ce n'était pas la démocratie, même si l'Algérie s'appelait République algérienne, démocratique et populaire, une suite de pléonasmes, mais c'était le règne de l'autorité centrale, le Conseil de la Révolution, le président Houari Boumediene, c'était clair, c'était net, circulier, rien à voir. Un seul candidat, pas d'élection. Mais aujourd'hui, ils sont un peu dans une sorte de dynamique complètement absurde. Alors que tout le monde sait que ce sont de fausses élections, alors que tout le monde sait que le trucage et la fraude et le bourrage des urnes sont des choses systématiques, alors que tout le monde sait qu'il n'y a ni programme pour les députés, ni rien, que c'est une chambre d'enregistrement dont la seule mission est de lever la main, alors que tout le monde sait que ces gens, les députés,
sont généralement de grossiers affairistes. Ce sont des gens qui passent leur temps à régler leurs problèmes. On connaît des cas qu'on pourrait citer. Moi, je me rappelle d'un certain député qui était directeur d'un très grand hôtel algérois, où logeaient justement des députés, qui faisaient tellement d'affaires. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Il passait chez tous les walis pour avoir un logement dans chaque wilaya quasiment. Si vous voyez un peu le genre. Alors pourquoi ce régime s'obstine-t-il à vouloir paraître ce qui n'est pas? Si vous permettez, M. Benchenouf, je vais, comme vous avez fait une introduction, toujours brillante évidemment. Merci. Je vais juste apporter une petite précision. C'est que si effectivement, comme vous l'avez bien dit, que la démocratie athénienne, c'était surtout pour les privilégiés, notre société, en revanche, avait un système supérieur à la démocratie, qui s'appelle la sociocratie. C'est-à-dire qu'il y avait une assemblée. Absolument. Et c'était dans toute l'Afrique du Nord, et qui décidait vraiment de tout. Des problèmes politiques, économiques, de solidarité, de la guerre, du droit, ainsi de suite. C'est vrai, là aussi, comme à Athènes, les femmes ne participaient pas, mais je peux dire qu'elles avaient plus d'influence sur la Juma qu'à Athènes. Donc c'est très important que les jeunes Algériens sachent, entendent que nous sommes parmi les premières civilisations où il y avait une démocratie de base. Absolument. J'aimerais apporter de l'eau à votre moulin, Hassan. Oui. Juste une minute. Oui. Parce que vous m'y faites penser. Chez les Chaouia aussi, chez les Rifins du Maroc aussi. Partout. Dans toute l'Afrique du Nord. Surtout quand on sait, juste, excusez-moi, ne perdez pas votre... Bien sûr. Surtout quand on sait qu'en 62, 80% de la population algérienne était rurale et montagnarde. Voilà. Alors, moi, je me rappelle quelque chose que j'avais lu avec un très grand intérêt, le Qanoun berbère. Oui. Chaque région avait son Qanoun. Oui. Qanoun. Oui. Le Qanoun kabyle, le droit alors, coutumier. on allait dans les détails. Par exemple, la chèvre qui va brouter dans le terrain de quelqu'un d'autre, et le propriétaire est condamné à payer telle somme. Absolument. Le jeune homme qui donne un coup de pierre à son voisin et qui fait couler le sang, il est condamné à telle Toutes peine. Les incivilités sont punies. Et les membres de la Tajmaat, ce n'étaient pas forcément des notables. Ce sont des gens respectables qui étaient élus pour le respect qu'ils inspiraient, la justice. Et je vous laisse poursuivre, c'est très intéressant. J'irai même plus loin. Par exemple, la saison des figues, là on y arrive. Personne n'avait le droit de commencer à manger les figues avant une certaine date, un certain moment où elles sont accessibles à tout le monde. Il fallait attendre qu'elles soient mûres et qu'il y ait en abondance pour que personne... Il n'y a pas de privilégié. Eh oui. C'est incroyable. C'est d'une telle beauté et d'une telle simplicité. Merci. Merci de... Donc maintenant, pour répondre à votre question, mais avant d'y répondre, je vais vous donner un cas. Je ne vais pas citer son nom, mais un ami sénateur auquel j'ai posé la question que vous venez de poser. Je lui ai dit, cher ami Flan, je lui ai dit, dis-moi très franchement, depuis que tu es sénateur, tu fais quoi? Il a rigolé un bon coup. Il me dit, je passe toutes mes journées à intervenir pour les amis, les voisins, les amis des voisins, ainsi de suite, pour tous les problèmes. Pour leur régler leurs petits problèmes. Dit, au moins, il est utile, lui. Au moins. Tout à fait. Parce que les autres, ils passent leur temps à courir pour leurs intérêts. Voilà. Et j'en connais, moi. Et vous en connaissez. Connaissez. Voilà. Donc, sinon, malheureusement, il faut toujours prendre la globalité, l'histoire, etc. Quand il y a un problème de ce genre, jamais on peut prétendre qu'il y a une explication. C'est toujours un faisceau multiple d'explications. Et donc, un des éléments fondamentaux, c'est que l'Algérie est restée une démocratie populaire. Elle s'appelle toujours République algérienne démocratique et populaire. Et dans les années 60, depuis même après la Seconde Guerre mondiale, les démocraties populaires, notamment les pays de l'Est européen, c'était des systèmes
où il n'y avait pas de liberté publique, il n'y avait pas d'élection ni de démocratie, en fait. Voilà, il n'y avait pas de démocratie. Donc, l'Algérie, en 62, s'est inscrite, même si au niveau verbal, au niveau des discours, on disait que l'Algérie était un pays non aligné, en réalité, il était aligné sur Moscou. Oui. L'Union soviétique. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Notamment évidemment, il n'est pas le seul responsable. Ben Bella était dans le giron de Abdel Nasser, le président égyptien, lequel était dans le giron de Moscou. Donc ça a continué comme ça, l'Algérie est devenue une démocratie populaire. Et comme elle est définie, une démocratie populaire, c'est effectivement un système où le peuple n'a pas le droit à la parole. Voilà. Donc c'est un système d'apparatchiks, c'est un système de bureaucrates, c'est un système où il y a un certain nombre de notables plus ou moins parasitaires et il y a un noyau qui dirige entre militaires, sécuritaires, police, juges, procureurs, hauts fonctionnaires, etc. C'est-à-dire que moi, je ne mettrais même pas la responsabilité que sur l'armée. Parce que sont, par exemple, les procureurs et les juges, un général ne peut rien faire. Voilà. Donc, c'est un microsystème de potentat. Tout à fait, qui dirige le pays et qui considère que donner la responsabilité aux Algériens, et donc évidemment dans tous les pays de démocratie populaire à l'époque, donner donc la responsabilité aux citoyens, c'est mettre en danger ce système. Donc et comme ils confondent, c'est pas qu'ils confondent, ils veulent que dans l'esprit collectif, le système soit, incarne la nation et la nation incarne le système. Donc ça serait mettre en danger pour eux, dans leur conviction, ce serait mettre en danger le pays, mettre en danger la nation, etc. Et du coup, donc, il faut donner à petite dose, il faut faire semblant qu'il y a une vie démocratique, etc. Donc, ça a commencé d'ailleurs à s'ouvrir un petit peu avec la chute de l'Union soviétique. On a vu qu'à un moment, la Russie, il y avait de vraies élections, etc., comme en Algérie en 89. Et donc, après, évidemment, étant donné la culture des dirigeants, encore une fois, qu'ils soient civils ou militaires, la culture des dirigeants ne s'adapte pas justement à cette possibilité de faire confiance aux citoyens. Donc après, évidemment, ils ont refermé. Et on assiste, c'est même plus, à un moment, c'était un système hybride. C'est-à-dire qu'il y avait des poches démocratiques et un ensemble beaucoup plus important d'autoritarisme. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont refermé Hassan lorsqu'on connaît les dessous des réformes de 89, où, par exemple, tout passait sous les fourches codines de la police politique. Pour avoir un journal, il faut être homologué par la police politique. Oui. Pour être candidat, il fallait passer par la police politique. Pour ouvrir un journal, d'ailleurs, qui sont les journalistes à qui ils ont permis ? Oui. Ils les ont tous ramenés des journaux publics d'avant 88. C'est vrai. Mais il y avait une relative parole libre. C'est-à-dire en apparence. C'est-à-dire que vous pouvez écrire un article. Oui. Par exemple, le magazine de Tarja ou Rupture. Oui. Je suis désolé. Parcours maghrébin, voilà, Algérie Actualité. Voilà, même dans l'Ouatan. Voilà, mais c'était relatif. C'était très relatif. Quand même. Je veux dire, on n'a jamais lu un article qui critique l'armée. Jamais. Si. Le seul article qui a critiqué l'armée, l'affaire Bellocef, c'était sur commande d'un clan de l'armée. Oui. Mais enfin, on n'était pas emprisonné parce qu'on a dénoncé un projet économique, une décision ministérielle, un décret, quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même un recul. Ce qui était possible en
89, à partir de avril, mai 89 jusqu'à décembre 91, Oui. ce qui était possible à ce moment-là n'est plus Ne possible. l'est plus aujourd'hui. Ne Oui, l'est c'est plus vrai, avec l'article 87 bis, ce n'est Oui. plus possible. Oui. Donc, pour répondre directement à la question, c'est que malheureusement, aujourd'hui, même justement les pays qui s'étaient ouverts, comme la Russie, comme un certain nombre de pays qui nous sont proches, l'Égypte, il y a eu des élections en Égypte, il y a eu un président qui a Oui. été élu. Puis déposé. Ben, voilà. Donc, Et puis tué, assassiné. Et ses absolument. enfants aussi. Voilà. Donc, le recul, c'est bon dans beaucoup de pays. Évidemment, il faut analyser à la fois à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Donc, on maintient, les classes dirigeantes maintiennent leur pouvoir. Il y a une espèce de paranoïa, un manque de confiance envers leur population, envers leur peuple, envers leurs cadres, envers leur... C'est pour ça qu'ils ont fait marche arrière. C'est pour ça qu'après l'ouverture, ils se sont dit « Ah, mais on ne contrôle plus rien, ça va nous échapper totalement. » Retour à la case départ. Absolument. Abdelrahim. Ceci dit, juste un dernier mot. Il y a pire que nous, les monarchies, il n'y a même pas d'élection, machin, c'est... Mais moi, j'aurais préféré. Ah oui. Franchement, c'est moins hypocrite qu'il n'y ait pas d'élection, Oui. que le potentat assume, Oui. que le despote Oui, assume. j'ai compris. Genre Kadhafi, genre Saddam Hussein. Moi, je trouve que c'est moins hypocrite. Abdelrahim. D'abord, après cette introduction faite par Dahassan, à laquelle j'adhère, j'adhère complètement. Je voulais dire aussi, tout à l'heure, tu parlais de quelque part de ce qui provient de l'agora, ou l'équivalent de Tejmath dans nos sociétés. C'est vrai que c'était principalement des sages, c'est-à-dire des sages qui représentent des familles, etc., qui avaient une parole, et ceux qu'on appelait aussi c'est-à-dire ceux qui avaient la garantie, ceux qui garantissaient l'application des lois du village, etc. Il y avait aussi la femme à sa manière, elle pouvait tout annuler. Certains disent que dans Tejmath, lorsqu'une femme est mécontente et qu'elle jette son foulard par terre, tous les membres, c'est-à-dire tous les représentants des différentes familles ou des villages de Tejmath vont revoir leurs calculs, c'est-à-dire ils revoient clairement leurs décisions parce que telle femme n'a pas accepté, elle est en désaccord, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ils revoient clairement. C'est un rituel, il faut qu'elle jette son couvre-chef. C'est-à-dire qu'arriver au point où une femme jette son foulard, ça veut dire qu'elle est vraiment mécontente, qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc, Tejmath est appelé automatiquement à rediscuter, à bloquer la décision. Et donc, la femme avait son mot à dire d'une certaine façon. Que les hommes, ils discutaient, ils prenaient des décisions, mais si ça passe, si c'est accepté par la femme, c'est très bien. Sinon, si elle fait ce geste avec son foulard, la décision doit être revue. Donc, la première annulée. Et la discussion, si elle devait prendre des semaines et des semaines, parce qu'il s'agissait de l'avenir du village, de l'avenir du patelin, etc. Ça, c'est un point. Sinon, j'ai envie de dire aussi que malheureusement, ce système traditionnel qui met au cœur des décisions collectives, les avis des familles, les avis de la population est combattu par généralement les systèmes totalitaires à travers déjà l'empêchement direct ou indirect de ces assemblées populaires qui disparaissent malheureusement de plus en plus, et la mise en place d'associations satellites, c'est-à-dire dans les différentes communes, différents villages. On assiste à la création d'associations qui sont là rien que pour Moussanadat Barnamaj Faqamat Raïs. Ça a commencé depuis des décennies, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quelque part, c'est que ça entrave pas que le travail collectif dans les villages, dans les communes, mais aussi cette vision globale de la notion de la démocratie. Au point où, à une certaine époque, on assistait à une parole qui
se confrontent à une autre vision qui n'est pas forcément la même, Oui. même chez les jeunes générations, et qui est malheureusement aujourd'hui, ça se perd avec... Je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire qu'il y a eu un c'est-à-dire moment même avec où, les jeunes générations, oui. à un moment donné, les jeunes lycéens, collégiens, Oui. universitaires, il y avait des débats politiques Oui. qui se faisaient. Mais qui n'arrivaient pas jusqu'à départager les uns et les autres par la voie de l'urne. C'était la confrontation d'idées. D'idées. La Un débat confrontation public. d'idées. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces débats, je vous donne un simple exemple. Des cafés littéraires qui sont interdits, oui. des balades ou des promenades dans les montagnes, etc., qui sont interdites par les autorités. Toute possibilité, effectivement, toute possibilité qui ferait qu'il y ait un groupe social, il y ait des citoyens qui discutent sur le plan littéraire, sur le plan social, sur le plan économique même, je dirais même pas politique, oui. Sur le plan syndical ou associatif, à partir du moment où ça pourrait assurer que des Algériennes et des Algériens se rencontrent et discutent collectivement, devient aujourd'hui une menace pour les systèmes qui gouvernent globalement. Le meilleur exemple est peut-être le Hirak, rappelez-vous. Absolument. Et c'est là que j'ai envie de dire que depuis 2019, avec cette menace pacifique, oui. qui s'abat sur le système totalitaire qui nous gouverne en Algérie. Et force est de constater que le système utilise des moyens qui ressemblent à ceux d'avant 89, 88. Oui, oui. Ça veut dire que pour ramener l'Algérie à l'avant 2019, on use des moyens de avant 88. Ça veut dire... Mais justement, Abderrahim, l'un et l'autre, j'aimerais que nous puissions en parler, mais de façon assez lapidaire, pour pouvoir passer à beaucoup d'autres points. Le Hirak, c'est une aventure du peuple algérien qui restera certainement dans les annales. C'est incroyable ce qui s'est passé. Ce sont des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue. C'est un miracle. Dans un système policier, dans un système militaro-mafieux qui repose sur la force, sur la rue, sur la tromperie. Et tout un peuple qui sort, qui ne casse rien, qui ne succombe pas à la violence, qui dure pendant des années, et ce régime, au lieu de saisir de cette aubaine pour essayer de construire quelque chose avec ce peuple, il fait tout pour le réprimer, pour le tromper, pour l'incarcérer, pour le faire passer pour la main étrangère, la menace de l'OTAN, rappelez-vous. Comment ce régime, ce système, n'a-t-il pas pu saisir cette chance historique, y compris pour lui-même, de sortir pour la grande porte et de pouvoir enfin permettre à son propre pays, parce que c'est leur pays après tout, de retrouver une voie honorable, de sortir du marasme, du marigot. Et l'autre question qui se pose aussi, comment ces gens, ces populations, ce peuple, a-t-il pu laisser lui échapper une telle chance historique de recouvrer sa pleine souveraineté sur son propre destin? Je pense que... Je t'en prie. Merci. En quelques phrases seulement. Je pense que si le système algérien, c'est-à-dire cette gangrène qui a kidnappé, si j'ose dire, les institutions d'un véritable état de droit depuis, s'il avait la moindre volonté de passer vers une transition ou vers un véritable état de droit avec des institutions légitimes, où la parole du peuple, où le citoyen soit respecté dans sa personnalité, mais aussi dans sa dignité, il aurait fait cela le lendemain de l'indépendance. Or, le lendemain de l'indépendance du pays, je dirais même avant, avec ces coups d'État qui se sont faits contre l'avènement d'un État de droit le lendemain de l'indépendance, il l'aurait fait le lendemain de l'indépendance en mettant en place des institutions. Et c'est vrai, on pourrait penser que les premiers mois ou les premières années qui suivaient l'indépendance
était peut-être difficile pour l'édification d'un État après 130 années d'indépendance, mais il y avait des hommes et des femmes, des historiques qui ont pu battre politiquement la France coloniale, qui avaient la possibilité de garantir l'instauration d'un État de droit. Mais le système qui a pris le pouvoir par la force, un coup d'État fondateur, en fait. Un coup d'État fondateur d'un système qui, malheureusement, va être qualifié d'un système néocolonial qui a repris les mêmes méthodes de la France coloniale pour empêcher le peuple d'arriver. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que la Tajma'atocratie, si j'ose dire, se trouve combattue par ce système. C'est-à-dire tout ce qui mettrait le peuple au cœur de la décision, tout ce qui pourrait garantir l'édification d'un État de droit où il n'y a plus de pillage de richesses, où les richesses souterraines ou même humaines du pays soient utilisées pour construire une véritable démocratie, puisqu'on parle de démocratie. Donc ça dérange un système qui n'a jamais eu finalement les mêmes objectifs que l'appel du 1er novembre ou les promesses de la plateforme du Congrès de la Soumam. Et d'un autre point de vue, concernant le Hirak depuis 2019, c'est vrai, en parlant du miracle du peuple algérien qui a subi, qui a vécu des atrocités, pas seulement durant la nuit coloniale ou les décennies qui ont suivi la colonisation, depuis des millénaires, un peuple qui s'est toujours retrouvé à défendre son existence, à défendre sa culture, à défendre sa personnalité tout simplement, un peuple qui a offert à la nation, qui a offert même à ce pouvoir qui gouverne en Algérie, la possibilité de se racheter, en parlant seulement de Silmiya, en parlant de Intiqal démocratique, la transition démocratique, en parlant de l'édification d'un État de droit, en parlant tout simplement d'un État où chaque Algérien ou Algérienne soit respecté dans sa dimension humaine, dans sa culture, dans sa personnalité. Mais le pouvoir qui n'a jamais voulu, qui a toujours eu la même mentalité que le lendemain de l'indépendance, en disant « Chab Hadej n'est pas prêt pour la démocratie, ce peuple n'est pas mûr pour le… » c'est ce qu'on disait à l'époque de Mbella, ce peuple n'est pas mûr, il vient de sortir de la guerre de libération, il ne peut pas diriger, il ne peut pas gouverner. C'est ce qu'on nous a dit dans les années 90, c'est ce qu'on nous dit jusqu'à aujourd'hui. Ntouma ma tqadrouch, vous ne pouvez pas, nous sommes là, soit c'est-à-dire soit le système ou la violence ou le déluge. Ou alors, pour reprendre un témoignage de Mustafa Lashraf Farbi, le grand érudit, le grand écrivain, le grand politologue. Un jour, il avait publié quelque chose où il parlait d'une vérité terrifiante, paraît-il. Je ne me rappelle plus au juste ce que c'était. Boumediene le fait venir dans son bureau. Il lui dit « Pourquoi vous avez publié telle chose ?» Il lui a dit « C'est pour l'histoire, c'est pour le peuple. » Et Boumediene c'est Mustafa Lashraf qui l'a raconté, lui a répondu non, non, monsieur Mustafa, non. Le peuple n'a pas besoin de savoir. Le peuple a besoin de manger. C'est ça. C'est dire. C'est pas étonnant. Boumediene, de toute façon, il voulait régner tout seul. C'est un mégalomane, c'est comment dire, un homme, un sombre colonel qui voulait tous les pouvoirs pour lui. Quitte à utiliser la force, et il l'a utilisé, quitte à utiliser l'assassinat politique, il l'a utilisé, quitte à utiliser… À maintes reprises. Oui, absolument. Donc, et malheureusement, ça a déteint sur la culture politique algérienne. On est encore dans ce climat, justement, de méfiance les uns les autres. Mais pour revenir à votre question sur le Hirak, moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs là aussi. D'abord, il y avait le facteur de la Covid. Ça avait stoppé, il faut le dire, ça avait stoppé l'Irak. Bon. L'élan. Ça avait cassé l'élan. Absolument. Deuxième point, c'est qu'il y avait quand même une méfiance entre, grosso modo, au moins les trois courants. Oui. Peut-être deux principaux, mais trois courants. Islamistes, conservateurs, démocrates. Donc il y avait une méfiance. Chacun se disait attention, il ne faut pas que l'autre prenne le pouvoir. Moi, je n'ai pas vu ça, Hassan. Même ici, à Place de Paris, c'est plutôt double rupture. Je me rappelle qu'il y avait créé cette… Mais les gens à Place de Paris… Je ne parle pas des gens, je parle de ceux… Il n'y avait pas ces ancrages
revendiqué par les uns et par les autres. C'était le Hirak, la démocratie. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Enfin, chacun, en cause votre je pense qu'il y a plusieurs lectures, tout simplement parce qu'il ne peut pas avoir une seule explication pour un phénomène aussi grandiose. Moi, ce que j'ai vu, par contre, de clivage, et je m'excuse de vous interrompre, c'était il ne faut désigner personne. Donc justement, personne ne doit nous représenter. Et les autres, ils disent, s'il n'y a pas de gens qui nous représentent, ça va être dévié. J'en arrivais là, justement. Voilà. C'est une conséquence de ce que je viens de dire. Parce que, bon, il y en a qui disaient qu'il faut structurer le mouvement, il faut qu'il y ait des responsables, etc., pour justement mener la bataille, et un groupe représentatif. Et d'autres qui disaient non, il ne faut rien structurer, etc. Donc, pour moi, c'est la conséquence justement de cette méfiance des uns et des autres, et chacun se disant attention, il faut que j'ai mon morceau. C'est pas qu'est-ce que je peux donner au collectif, mais qu'est-ce que je peux prendre de cela. Donc il y a eu Mazafran, il y a eu d'autres regroupements, etc. On a vu que les dirigeants politiques n'ont pas pu se mettre d'accord, et à cette époque-là, le pouvoir laissait faire. À ce moment-là, il n'y avait pas de répression, on n'empêchait pas justement les regroupements, on n'empêchait pas les analyses, les discours, les machins. Donc, il y a aussi cette faiblesse-là de nous-mêmes, la classe politique, l'intelligentsia, etc., qui fait qu'on n'a pas saisi l'opportunité. Et bon, après, d'autres groupes en ont profité. Je pense que l'arrivée du général Gaïd Salah a été un des facteurs principaux qui ont fait que la démocratie a avorté. Je pense que s'il n'y avait pas ce général qui a repris les méthodes de Boumediene, je pense que l'Algérie aurait été différente aujourd'hui. Et ce qui est dommageable, c'est que l'équipe que ce général a mis en prison quand il avait pris les rênes du pouvoir, cette équipe est revenue, au lieu justement de revenir un petit peu en arrière, ils appliquent les méthodes de celui qui les a jetés en prison. C'est ça qui est incompréhensible. Mais lui, il les avait jetés en prison, en fait, pour faire place nette à Tebboune, à son dauphin. Mais à lui, en fait. À lui, puisqu'il règne pour lui, c'est lui qui l'a installé. À lui. Alors. Parce qu'il savait que les vrais teneurs du pouvoir en Algérie, à mon sens, c'est le système militaire, c'est la junte militaire, les généraux. Et comme c'était l'homme, entre guillemets, le plus médiatisé, le plus fort de cette junte militaire, donc il veillait à ce que... Je ne suis pas sûr à 100%, parce que quand on voyait, par exemple, l'importance des oligarques, c'est-à-dire de ceux qui étaient économiquement puissants, ils avaient leur mot à dire. Bien sûr. On a vu même des Haddad qui venaient d'émerger comme qui donnait tête au Premier ministre de l'époque. Donc, elle n'était pas à exclure l'oligarchie, mais je parlais de la façade, de celui qui faisait des discours tous les mardis, tous les jeudis, quelque part en réponse aux manifestations en marche de Hirak. Mais dans cette phase justement de transition vers l'article 87, moi je pense que très franchement, c'est ce qui m'étonne moi le plus, c'est comment des généraux, des colonels, des commandants, on sait quand même qu'il y a des démocrates parmi eux, on sait qu'il y a des patriotes parmi eux, comment ils ont, ils ont été marginalisés, en tout cas comment ils sont tus face au général Gaïd Salah et à son aéropage. C'est ça qui m'étonne le plus. On a vu le général Belhadid, par exemple, et il n'y en a quand même pas un seul. Comment il a tenu tête, comment il a été capable de dire les choses, de s'attaquer au clan Bouteflika, ainsi de suite. Oui. Mais c'était Bouteflika. Même après. Du temps de Tebboune, Gaïd Salah, Ghadiri, par exemple, il pouvait s'être porté candidat. Il s'est retrouvé en prison au secret pendant des années. C'est parce que Gaïd Salah, à ce moment-là, il faut le dire, il a gagné la bataille médiatique. C'était le général qui était médiatisé, le général-major. Mais qui parce prenait, que les médias appartenaient appartenaient les médias officiels, non, c'est pas les bien médias sûr, les médias qui du font les régime. généraux, non.
Non, ce n'est pas les médias, mais en Algérie, par exemple. C'est un outil de propagande. Lorsqu'un général, par exemple, Oui. annonce quelque chose dans le journal télévisé, il a la communication, il a le Et message. c'est pour ça que ce régime a fait main basse sur tous les médias. Et puis, s'il y a des généraux qui n'ont pas pu tenir tête, par exemple, la Gaïd Salah, c'est parce qu'il y a beaucoup de généraux affairistes qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges. Évidemment. Moi, je pense plutôt que, je ne sais pas par quel miracle, il a eu autour de lui des juges et des procureurs qui lui ont permis d'arrêter qui il a voulu. Parce que C'est la ça. justice est totalement inféodée Oui, au système. mais ces juges et ces procureurs, Oui. justement, qui appliquent Oui. les décisions, et ils étaient aussi en relation avec les adversaires de Gaïd Salah. La question de comment... Non, non, je ne suis pas d'accord. Hassan. Toujours. Rappelez-vous la discussion de Gaïd Salah avec Zermati. Il y avait même un groupe Avec de Zermati. juges. Il faut aller jusqu'au bout. L'autre qui répond, ministre de la Justice, oui, mon général. Oui, mais il y avait même un groupe de magistrats qui... Le club des juges indépendants. Absolument. Mais ils ont été laminés, Oui, tout de suite. d'accord. Mais c'est pour dire qu'ils n'étaient pas tous inféodés. à Bien Gaïd sûr, Salah. mais ceux qui ont osé relever la tête, ils ont été laminés, tout de suite. Ça n'a pas... Alors, avant d'arriver à ce fameux boycott des élections, qui est un moyen de lutte populaire qui a littéralement mis ce régime à genoux, puisque toutes les élections qui viennent de se dérouler depuis M. Tebboune, premier et deuxième mandat, sa constitution, le référendum sur la constitution, le Parlement, toutes frappées par un boycott massif et actif. Ce n'est pas de l'abstentionnisme. Avant d'en parler, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui parler d'un phénomène très nouveau, parce que jusqu'à présent, le régime intervenait dans les élections en aval. Ça veut dire qu'il faisait battre les tambours, les bnadr, pour pousser les gens à aller voter, pour faire un peu de monde dans les bureaux de vote, parce que sans monde dans les bureaux de vote, ils ne pouvaient ni frauder, ni bourrer des urnes. C'est pour ça qu'il a laissé les militaires voter dans les bureaux civils, des militaires qui non seulement votent dans les bureaux civils, mais qui se rendent de bureau en bureau, même s'ils ne votent pas, pour faire croire qu'il y a du monde. Alors, donc, avant d'arriver à ce boycott, j'aimerais vous entendre nous expliquer les tenants et les aboutissants, j'aimerais parler de cette élection-ci, où la fraude n'est plus seulement en aval, elle est en amont aussi, où ils interviennent, y compris les candidats qu'ils discréditent, qu'ils jettent en pâture à la diffamation, qu'ils éjectent sur le fondement d'un article anticonstitutionnel. La Cour constitutionnelle du régime a émis une réserve en 2021 sur cet article 200 alinéa 7. Oui. Parce qu'on ne peut pas discréditer quelqu'un ou le rejeter ou rejeter sa candidature sur la base de rumeurs qui circuleraient sur lui ou sur la base de fiches de police. Or, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que c'est la DGSI, Direction Générale de la Sûreté Intérieure, qui s'est impliquée directement dans le choix des candidats et qui donnait des ordres d'éjection à la fameuse autorité indépendante. C'est son intitulé légal, l'ANI, Autorité nationale indépendante des élections. C'est ça. Mais le vrai intitulé, c'est Autorité indépendante, AI. C'est ça. Et donc, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur ce qui s'est passé comme une lettre à la poste. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ils ont éliminé 30% des listes initiales d'indépendants et des partis politiques. 30% rejetés. Je vous laisse nous dire votre avis sur cette question avant d'arriver au boycott. Moi, en 2-3 mots, hein, je pense que ça fait partie des méthodes pour empêcher justement l'instauration d'un système démocratique, c'est-à-dire essayer d'écarter les voix qui portent au sein de l'Assemblée. On a vu que même quand il y avait une poignée de députés qui n'avaient pas la possibilité de changer quoi que ce soit, mais à l'intérieur, ils avaient quand même... Ils dérangeaient. Comment ? Ils dérangeaient. Absolument.
Et il y avait des gens, des députés comme Tazarart, qui disaient les choses de façon franche. Et voilà, donc même ça apparemment, ça les gênerait. Eh oui. Et donc, ils ont écumé. Mais pourquoi ne les ont-ils pas laissés arriver et les dégager par la voie de la fraude, comme ils ont l'habitude de le faire, de choisir qui ils voulaient? Pourquoi ont-ils fait ce choix d'éliminer les gens avant les élections? Je pense qu'il doit avoir des raisons plus techniques qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire que peut-être, justement pour une fois, c'était difficile de tripatouiller des élections après. Avant, en l'occurrence. Oui, avant, non, là, ils font avant, parce qu'ils ont peur qu'après, ça soit difficile. C'est difficile à faire. Peut-être. J'en sais rien, parce qu'il faut vraiment être dans le secret. À moins que contre eux, ils n'aient peur de se faire contourner ou détourner ou doubler par un clan du régime qui Le problème, c'est que nous, on est obligé d'essayer de décrypter ce qui se passe en surface. Oui, justement. Ce qui se passe en surface. Or, l'essentiel ne se passe pas en surface. C'est vrai. En coulisses. Ouais. Moi, je pense que déjà, nous sommes en 2026. C'est-à-dire, nous sommes au 21e siècle dans une époque où il y a les réseaux sociaux, où il y a la possibilité de filmer, de même projeter dans des lives ce qu'il pourrait se passer dans les bureaux de vote. Déjà dans les années 90, il y a eu des fraudes lors des élections législatives. Ça a été filmé avec les grosses caméras de l'époque, etc. Alors là, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, où les citoyens pourraient plutôt utiliser ou diffuser directement sur les réseaux sociaux, ça peut être problématique pour le régime. Et nous avons, comme tu le disais tout à l'heure, Jamaldine, un système c'est-à-dire qui est plus soucieux pour son image que pour l'intérêt global de notre pays. Alors que personne n'est dupe. Bien sûr. Personne, y compris ses propres alliés naturels. Oui. Tout le monde connaît ses méthodes, tout le monde sait de quoi il est capable et tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Pour lui, le moindre point qui pourrait donner un sens positif à son échéance électorale est le bienvenu, notamment à l'international. Il ne voudrait pas du tout qu'à l'international, il ait cette image d'un système qui s'est mis en place en interdisant plutôt, entre guillemets, après qu'il n'y a plus des manifestations physiquement, hein, du Hirak, etc. C'est pour donner l'image que avec les manifestations, avec cette volonté populaire au sein du Hirak, il y a un véritable changement, donc il n'y a pas de fraude. Aujourd'hui, il y a une autorité indépendante des élections qui filtre, sans oublier que c'est une manière d'avoir la mainmise à travers le ministère de l'Intérieur. Et nous savons le rapport qu'il y a entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République, ça on ne l'oublie pas, c'est une manière de garantir la boutefliquisation, si j'ose dire, de Abdelmajid Tebboune, de se donner une belle image après ces décennies, d'où le mot Aïssaba, c'est-à-dire aujourd'hui je suis président, je vais essayer d'embellir un peu la chose politique en Algérie, effectivement, après m'être débarrassé des Aïssaba précédentes. En fait, des concurrents. Effectivement, j'ai envie de dire aussi une chose sur le plan politique. Ça, c'est dans l'apparence, c'est un peu la chose technique. Mais sur le plan politique, la perversité du système qui gouverne en Algérie le ramène aujourd'hui même à vouloir entre guillemets, blanchir son image en disant que ce n'est pas la faute au système si l'Algérie vit ces heures ou ces jours, ces années les plus sombres de son histoire, ce n'est pas la faute au gouverneur ou aux gouvernants, les tenants du pouvoir, c'est plutôt la qualité de vos représentants politiques. C'est pour cela que le peuple n'a jamais accédé au pouvoir, entre guillemets. Ça, c'est-à-dire c'est l'image que le système en Algérie veut transmettre. C'est parce que au peuple, c'est parce que vous n'êtes pas encore capable de pouvoir gérer les affaires politiques du pays. Voici la qualité des députés, la qualité de vos représentants politiques. Et j'irai un peu plus loin en disant que même dans ce jeu qu'il avait lui-même instauré au préalable,
il interdit, par exemple, à ce qu'on porte des critiques directes sur le président de la République, sur les responsables politiques, Oui. à travers la charte La qu'il avait fameuse fait charte signer, d'éthique. la charte d'éthique qu'il a fait signer aux partis politiques. Ni l'armée, ni le président, ni le programme, l'armée. soi-disant. Sinon, vous risquez d'être accusé d'atteinte à la personne du président, à une institution de l'État, au point où, ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que nous avons des politiciens, des responsables politiques qui font partie de certaines structures politiques. À un moment donné, elles parlaient d'une transition démocratique, elles parlaient d'un véritable changement et de l'ouverture démocratique dans le pays. Elles se réduisent aujourd'hui à parler de la possibilité de changer les choses économiques, de proposer des projets de loi, de faire barrage, effectivement, c'est-à-dire un rafistolage de la chose politique qui se fait en Algérie, en passant d'un vrai projet politique porté par le peuple à travers le Hirak, celui de ce projet politique d'apporter un changement, une transition, la reconsidération de la chose politique en Algérie. Et aujourd'hui, en disant, on participe, il est possible de changer, il est possible d'aller à l'Assemblée nationale, qui est en réalité qu'une chambre d'enregistrement, qui est piétinée par le pouvoir exécutif et par la junte militaire, qui n'est là que pour donner une façade de démocratie à un système qui est loin de l'être en réalité. Hassan, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste mettre un petit bémol à ce que disait mon ami Abderrahim. À propos de l'image vis-à-vis de l'étranger. Je pense que des pays comme le nôtre sont libérés justement de cette image-là. Quand on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en France, où la démocratie a été vraiment piétinée, où on a vu justement qu'il n'y a pas de véritable démocratie, je pense qu'ils sont libérés de l'image internationale qu'ils auraient envie d'avoir. Parce qu'on voit très bien que même ici en France, les dernières législatives, le parti le plus infime, finalement, a pris le pouvoir, alors que le parti qui avait le plus de voix a été complètement marginalisé. On a vu comment l'EPAC aux États-Unis, finalement, c'est l'EPAC qui fait les élections. Oui. Donc, oui. On voit que dans ce qui était les parangons de la démocratie, on voit que finalement, c'est zéro. Et donc, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, donc l'image, à mon avis, c'est beaucoup plus elle est dégradée dans ce qu'on appelait les démocraties que dans les pays comme le nôtre. Si tu me permets, Jamaldine, si je parle de l'image, c'est que l'évolution des choses, notamment ces derniers mois, et c'est relié automatiquement à la cause palestinienne, à la prise de position concernant Gaza, etc. Ça nous montre que, quand je parle de l'image internationale, je parle de la peur du système en Algérie, d'un personnage qui s'appelle Donald Trump, plus qu'autre chose, dans la mesure où, aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé au Venezuela, les menaces proférées par Donald Trump... Venezuela que le régime a qualifié d'arrestation, pas de kidnapping. Arrestation, comme si c'était un département. Le plan Trump pour Gaza que le président a salué comme étant pour Donald Trump, pour réduire l'image d'un pouvoir politique ou d'un pays, il parle de quoi? Il parle de drogue, il parle de manque d'absence de la démocratie. Et c'est rien que pour ces éléments, le régime algérien a plus peur des hostilités de Donald Trump que tout le monde a peur de l'avenir, que pour l'avenir du pays. C'est pas spécifiquement algérien. L'Europe elle-même a peur. Une peur bleue. Alors, Ali Boukhlef est avec nous. Ali, merci donc d'être avec nous. Nous étions avant d'arriver au boycott que nous voudrions débattre un peu, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, et ce besoin irrépressible d'un peuple qui ne peut plus rien, semble-t-il, qui ne peut pas se dresser contre ce qu'il subit, hormis donc cette arme puissante qui lui reste, qui est le boycott. Mais avant d'y arriver, je voulais vous demander, comme je l'ai demandé à mes deux autres invités, Ali Boukhlef, comment ce régime qui d'habitude intervient dans ces élections toujours en aval, au moment du dépouillement, au moment du bourrage, au moment de la fraude, du tripatouillage des listes, pourquoi cette fois-ci est-il intervenu
en amont, où il a fait rejeter un grand nombre de candidats pour des motifs souvent fallacieux, voire calomniateurs, voire qui ont parfois dégradé publiquement l'image de ces candidats qui ont été écartés. Quel est votre avis sur cette intervention du régime, du système dans ces élections en amont, avant que les élections ne se tiennent? D'abord, il faut rétablir les faits, à mon avis, parce que c'est parfois facile pour nous de tout jeter sur le pouvoir, mais la réalité est qu'il est beaucoup plus complexe que cela. Là, je suis à côté d'un quartier populaire. Le discours que j'entends chez les gens n'est absolument pas celui qu'on entend chez les politiques du pouvoir comme de l'opposition. Et j'ai l'impression que parfois, ce que disait Saïd Saadi autour de « je me suis trompé de société » n'est pas totalement faux dans la mesure où il y a une sorte de… J'ai l'impression qu'il y a une sorte de syndrome de Stockholm chez beaucoup d'Algériens qui ont besoin, qui cherchent toujours ce besoin d'avoir un paternel auquel les Algériens vont se référer. J'écoutais un peu tout à l'heure le discours autour de l'affranchissement de l'image qu'on peut donner du pouvoir à l'extérieur. On va revenir dessus, mais je vais répondre à la question sur le choix. Parmi les vérités, enfin les faits qu'il faut rétablir, c'est que ce choix ou ce trait des candidats, notamment politique, ne se fait pas uniquement au détriment de l'opposition, et c'est ça la nouveauté cette fois-ci, puisque vous avez tous suivi que la liste de Bengrena à Alger a été complètement supprimée. Là, son propre fils a été empêché de se présenter dans un premier temps, et puis un de ses lieutenants, et par la suite, toute la liste a été complètement effacée. À Sétif, par exemple, la liste Erandi a été empêchée au même titre que celle du Parti des travailleurs et d'autres. Donc ce tri à la base a été fait pour tout le monde et parfois évidemment ce que vous avez dit est très juste, parfois avec des motifs absolument plus que fallacieux, mais parfois dégradants, parfois même infantilisants pour certains. Quand on accuse quelqu'un, quand on supprime quelqu'un parce que il est susceptible d'influencer les électeurs ou parce qu'il a mauvaise réputation. Ou vous avez un député en France, un député algérien pour l'immigration, un député du MSP qui est très respectable, du moins dans ce qu'il fait publiquement, qui a été disqualifié juste parce que on lui a attribué une image qui pourrait influencer les électeurs, alors que c'est ça en réalité. La vérité est que on a l'impression que le pouvoir algérien aujourd'hui ne veut pas de politique dans l'Assemblée nationale. Il veut une assemblée multipartite, entre guillemets, mais très lisse, expurgée des voix qui pourraient porter un peu la contradiction, parce qu'il ne croit pas à la contradiction. Là, c'est le premier constat. Le deuxième constat est, à mon avis, à rechercher dans toute la classe politique de manière générale, c'est qu'il y a un abaissement du niveau de l'analyse politique dans la société, à tel point que on peut considérer que, on revient à peu près c'est pour les anciens, se souviennent des années 80, que quand on veut éliminer quelqu'un, il y a dire politique. C'est comme si faire de la politique est un crime ou une abjection par rapport aux autorités publiques. C'est la seule explication que je peux me donner, d'autant plus que le pouvoir est certain que le peu de gens qui vont voter, et ça c'est une réalité, je l'ai constaté lors des élections précédentes, c'est qu'il y a un socle, le pouvoir a un socle. Les partis du pouvoir, notamment le FLN et le RND, mais plus particulièrement le FLN, il a un socle électoral qu'il garde d'anciens nostalgiques un peu de la libération, d'anciens fidèles au régime. Nous allons y arriver, Ali Boukhlef. Mais pour rester encore sur ce plan de l'intervention du système en amont des élections, qui, d'après vous, selon vous, qui êtes parfaitement branché dans l'actualité algérienne, puisque vous vous trouvez au pays, que vous ne pouvez pas tout dire, bien évidemment, dans un tel système, mais vous n'en avez pas moins une idée sur la question. Alors, d'après vous, qui était à la commande, qui était au gouvernail
dans cette grosse opération d'intervention Zama de l'ANI, de l'autorité indépendante, dans j'allais dire, ces exutoires automatiques pour mettre les gens hors course. Qui était réellement derrière? Au-delà des personnes, je pense qu'il y a une orientation qui est claire depuis 2020, c'est celle de, je ne sais pas si je peux utiliser le terme, expurger un peu la classe politique des politiques. Hein. La tendance générale dans le pays, c'est que tout ce qui peut être politique, tout ce qui peut être débat contradictoire est considéré comme un désordre. Donc, des gens, des politiques qui peuvent porter la contradiction sont considérés comme des perturbateurs. À partir de ce moment-là, il y a une sorte de mécanisme qui s'est installé au sein de certaines institutions, notamment au sein de l'ANI, pour considérer que toute personne susceptible de porter la voix dans le Parlement est donc exclue à l'avance de la course à l'Assemblée. Je disais tout à l'heure que cela était inutile, d'autant plus que les partis du pouvoir sont certains d'être premiers de peu d'Algériens qui vont voter. C'est pour ça que je n'avais pas terminé la phrase tout à l'heure. Donc, peu importe la partie, je ne pense pas qu'il y ait des injonctions par téléphone comme on l'aurait imaginé. Je pense qu'il y a un climat général qui fait que on est... il y a une tendance qui fait que les Algériens, plutôt les responsables de l'ANI, ont compris qu'il fallait éliminer ceux qui peuvent porter la parole politique, même si ce qui est intriguant, comme je disais, c'est que ça a touché également les partis du pouvoir. Je vous donne un exemple, un contre-exemple. La liste, le tête de liste du RND à Mila, qui est le chef du parti, Monder Bouden, dans un premier temps, il a été exclu, mais ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même amuser la galerie. Et si on exclut un chef de parti, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'animation comme il est en train de le faire. Vous avez tous remarqué qu'il est mis en avant que c'est quelqu'un qui est présenté comme étant la nouvelle figure de la classe politique. Il est dans les médias proches du pouvoir. Enfin, quasiment, ils sont tous, actuellement, ils le sont tous, depuis plusieurs mois. Donc, et il y a une volonté de reconfigurer un peu la classe politique, la remodeler pour ressembler à l'image du pouvoir, mais elle va être heurtée à une réalité, c'est qu'en plus du boycottage politique qui sera peut-être l'œuvre de certains militants, il y a aussi un désintérêt des Algériens pour la chose politique et pour les élections, ce qui est absolument inquiétant. Et cette exclusion de certaines figures n'arrangerait pas la situation, à mon avis. Restez avec nous, Ali Boukhlef. Alors, Hassan, le boycott. Le boycott, ce puissant moyen entre les mains des électeurs qui pourrait changer le cours des choses, comme cela a été le cas pour toutes les élections de ces derniers temps, depuis l'arrivée de M. Tebboune au pouvoir, son premier mandat, son second mandat, sa constitution, le référendum, le Parlement, et très vraisemblablement, cette fois-ci encore, où le boycott semble se profiler d'une façon absolument massive. Alors d'abord, pourquoi ce boycott massif depuis le début du Hirak? À la limite, il y avait un certain moment où certaines régions, notamment le sud, et curieusement, ce sont les régions les plus défavorisées, les plus opprimées, qui sont généralement sous la coupe de potentats locaux qui votent, curieusement. C'est un contraste qui interpelle vraiment. Mais sinon, depuis donc le début des Hirak, les Algériens semblent ne plus vouloir voter. Est-ce que, selon vous, c'est un moyen qu'ils se sont accaparés en toute conscience et dont ils savent les effets ravageurs à terme sur ce système qui ne pourra pas s'en accommoder tout le temps? Ou alors, est-ce que c'est juste de l'abstentionnisme
décliné sous une forme de mauvaise humeur, j'allais dire. Avant de répondre directement à la question, Oui. je voudrais poursuivre l'idée de M. Bourlif. Les personnes qui ont été éliminées, qu'elles soient dans l'opposition, qu'elles soient hors des partis politiques, que ce soit des partis, comme il le disait à juste titre, des partis du pouvoir, j'ai remarqué, j'ai constaté dans les réseaux sociaux que c'est eux qui ont été incriminés plus que le système qui les a rejetés. Et ça me fait peur. C'est-à-dire que la réaction de la société est qu'au lieu justement de s'élever contre le système qui élimine des candidats, eh ben, ce sont les candidats qui ont pris, insultés, traînés dans la boue, calomniés, etc., etc. Et ça fait vraiment peur. Ça, c'est... Hassan, si tu me permets juste une Oui, parenthèse, oui, je t'en prie. c'est que le système, il mise sur ce qu'on appelle des pare-chocs. Des pare-chocs, c'est que, en ayant compris que le peuple est dans un rejet massif de toute la composante ou des élections, c'est-à-dire un divorce avec ce système, il dit clairement, c'est-à-dire il montre, voici des éléments qui font partie du système, mais que l'année refuse effectivement les jeter en pâture. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Donc après, je pense qu'il y a effectivement plusieurs facteurs, vous avez cité un certain nombre. Il y a à la fois la lassitude, il y a le fait qu'ils savent que voter ou ne pas voter, c'est exactement la même chose. C'est ça, on l'a vu depuis d'ailleurs l'indépendance. Voter ou ne pas voter, ça ne change rien. Mais donc, dans ce cas, ce n'est plus un boycott, c'est de l'abstentionnisme, c'est de la lassitude, c'est de l'indifférence. C'est ça. Alors, il y a eu des moments où il y a eu des boycotts actifs. Vraiment, il y a même eu des jeunes qui ont cassé les yeux, comment on appelle ça? Oui, les yeux, les bureaux de vote. Oui, qui ont empêché, même dans certains quartiers et villages, qui ont empêché les électeurs d'aller voter, etc. Donc ça, c'était effectivement un boycott conscient, actif. Et on ne participe pas, c'est la rupture. Comme ça vient d'être dit avec Abdelrahim, c'est la rupture avec le système, etc. Mais aujourd'hui, je crois, après le Hirak, après ces boycotts-là, justement, auxquels on a assisté, je pense très honnêtement que la population algérienne est désorientée, ne sait plus quoi faire. Vous croyez plus dans cet aspect de lassitude et de démobilisation que dans cette initiative volontaire de contrer ces élections par le boycott? Moi, j'irais même plus malheureusement. Je dirais qu'il y a une déprime sociale et sociétale, et cette déprime, justement, au sens psychanalytique du terme, cette déprime fait que ça rentre même dans une espèce de procrastination. On verra plus tard. Procrastination, très intéressant. Oui. Procrastination politique. Oui. C'est ça. Incroyable. On verra plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Abdelrahim? Moi, je pense que d'un point de vue légal, avec les quelques lois ou les plusieurs lois qui ont été promulguées de manière unilatérale par ceux qui gouvernent en Algérie, notamment la loi sur les partis politiques, oui. Celle, par exemple, un parti politique qui ne prend pas part à deux ou trois élections, deux élections, quelle que soit leur nature, locale, législatives, présidentielles ou autres, risque la dissolution. Oui. C'est déjà une mesure liberticide, et ça, ce n'est pas pour dire que je défends les partis politiques, tel ou tel parti, mais par responsabilité, par sens de responsabilité politique et démocratique, on ne peut pas se taire devant un tel acharnement. Ça, c'est-à-dire ce qui fait que certains partis ou responsables de partis qui viennent aujourd'hui nous dire, après avoir boycotté pour des raisons que l'on partage, en disant qu'aujourd'hui peut-être le système a changé, ou c'est pour apporter de la qualité au discours politique. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est parce que le système a mis devant le fait accompli des partis politiques avec cette loi liberticide et qui, quelque part, ils se voient obligés de participer. Ça constitue un moyen de lutter contre l'un
l'un des aspects démocratiques d'un peuple, notamment le boycott. Le boycott est un choix. Lequel boycott a été dénoncé par Le pouvoir. le FFS. Le FFS et malheureusement. est qualifié de pratiques mercenaires, de menaces contre le pays. Moi, je dirais pas, Jamaldine, moi, je dirais pas le FFS. De mercenariat sous je dirais le premier secrétaire national du FFS, pas le FFS lui-même, parce que le FFS, il y a encore des militants. Il représente le qu'ils FFS. soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Il parle au nom du FFS. Effectivement, au nom du FFS. Ouais. Et c'est vrai, ce parti qui, durant de longues années, a fait du boycott un acte politique en Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire s'attaquer d'une telle manière à des citoyens. Et de dire du boycott, c'est une atteinte à l'unité nationale. Pire que ça, traiter les citoyens, les Algériens qui s'inscrivent dans cette abstention ou dans ce boycott, c'est-à-dire les accuser d'intelligence avec des forces occultes étrangères, avec l'ennemi étranger, c'est une manière de reconnaître une chose. Son incapacité à drainer ou à convaincre les masses populaires d'aller voter, il est plus facile aujourd'hui de s'attaquer au peuple. J'ai envie de dire encore une dernière fois, c'est que le peuple algérien, c'est un choix. Je pense que quelque part, il s'agit d'un choix responsable et historique devant tout ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde. Le peuple ne veut pas être un bâton entre les mains des fous comme Donald Trump, etc., pour nuire à l'Algérie. Oui. La deuxième partie de votre question, on ne l'a pas traitée. Oui. C'est qu'est-ce qui fait que dans les wilayas du Sud, on vote beaucoup plus. Oui. Je rajouterais même la diaspora. Oui. Moi, je pense qu'il y a au moins deux choses. Trois. La première, c'est qu'ils sont loin en fait de la capitale. Ils sont loin donc des centres politiques actifs, etc. Deux, c'est qu'ils ont peur que s'ils ne votent pas, ils n'auront pas d'investissement, etc. Ils vont se sentir délaissés encore. Il y a encore cette menace latente, celui qui ne vote pas, il ne peut pas avoir de logement, il n'y aura pas de logement, il n'y aura pas d'investissement, etc. Puis ils ont peur aussi carrément pour leur démarche, comme c'est le cas dans la diaspora. Donc il y a ces facteurs psychologiques qu'on ne peut pas évacuer. Et comme ces populations sont abandonnées à leurs potentats locaux, qui les manipulent de façon très grossière et très brutale. Et d'ailleurs, le pouvoir, les gens du pouvoir sont extrêmement intelligents, puisqu'ils font voter la diaspora et les gens du Sud avant pour justement montrer le nombre, essayer de créer un élan. Sans oublier qu'il est plus facile de manipuler aussi des listes électorales que les Algériennes et les Algériens ne maîtrisent pas, notamment en termes d'information, les nomades. Oui. En créant des bureaux par-ci, par-là, avec la possibilité même de gonfler le taux de participation en disant que les itinérants ont massivement voté. Ali Boukhlef, sur cette question du boycott, selon vous, boycott actif, indifférence Juste un détail, si vous permettez, je ne sors pas de mon cadre de journaliste. Pour les déclarations du Fauchiche, ça m'a étonné moi-même, mais il faut juste rétablir les faits. Il n'a pas parlé des Algériens qui boycottent. Il a appelé de ceux qui appellent au boycott, ce qui est différent. Il dit que ceux qui veulent démobiliser les Algériens, ce sont des gens qui véhiculent un peu le discours contre l'Algérie. Ça, on l'a vu, mais il l'a tenu à Chlef devant une salle absolument vide où il n'y avait que des candidats de son parti. Voilà, donc ce n'est pas contre les Algériens qui ne votent pas, mais contre ceux qui appellent au boycott ou ceux qui démobilisent selon ce qu'il a dit. Par contre, je partage évidemment la position qui dit que l'avis qui fait que c'est de la procrastination beaucoup plus que et de la lassitude et parfois même l'incompréhension des enjeux chez beaucoup d'Algériens qui, à l'intérieur du pays par exemple, il faut être moi j'ai la chance un peu de sillonner le pays, je rencontre des gens, même d'un certain niveau, qui croient encore en le discours du FLN. Ça peut étonner, mais c'est la réalité des choses. Donc, il y a des Algériens, le socle du système qui votent, du pouvoir en général qui votent. Il y a beaucoup d'autres Algériens qui, parce qu'ils ne comprennent pas l'utilité du vote, parce que
ils sont lassés de voir que le maire d'à côté ou que le député ne les regarde que lorsqu'il y a des élections. Il y a évidemment des choix politiques, mais ça, on le voit à travers les partis, lorsque les partis appellent. Et vous allez voir cette fois-ci que même les partis qui ont l'habitude d'appeler au boycott participent aux élections, ça ne va pas forcément hausser le taux de participation et ça va donner un argument aux autorités pour dire, voilà, vous nous disiez que c'est les partis, mais là, tout le monde a participé, il n'y a pas d'élection, c'est la preuve que ce n'est pas un rejet du pouvoir, mais un rejet de la politique de manière générale. Et c'est là où constitue le danger, à mon avis, c'est lorsque nous ne comprenons pas ou nous rejetons l'action politique ou le politique lui-même, et ça constitue un vrai danger pour le pays parce que effacer, vous le savez, dans tous les pays du monde, ce n'est pas propre à nous, effacer les corps intermédiaires, partis politiques, syndicats, organisations, ça peut être dangereux pour la cohésion de la nation et même pour la marche politique du pays pour les années à venir, parce qu'un pouvoir part toujours, mais il y a un autre qui va arriver. Il y aura toujours un moment où il aura besoin de ces corps intermédiaires et malheureusement, le jour où il en aura besoin, il n'y trouvera pas. Donc il y a un digo évidemment de la chose politique. Il y a même chez certains Algériens, bon, je n'ai pas malheureusement les instruments de sondage, ni comment est-ce qu'on peut avoir ce que pense l'opinion, c'est la réalité. On parle tous sur des plateaux, sur des réseaux sociaux, mais on n'a pas les instruments. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte aussi de fait que les gens, ça ne nous intéresse pas. Faites attention, ce n'est pas notre affaire la politique, c'est l'affaire de ceux qui sont au pouvoir et à la limite de ceux qui font de la politique, ceux qui poussent les gens à ne pas voter. Et on l'a vu en 2021, c'était juste après le Hirak, donc c'était pas loin. Maintenant, 6 ans après, il y a des désillusions, il y a un désintérêt, il y a certainement de la procrastination chez beaucoup d'Algériens. C'est une réalité que nous avons constatée, mais bien avant. D'ailleurs, chez certains amis qui se sont portés candidats, par exemple à Alger, ils se sont heurtés à une réalité amère. C'est qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ils ne trouvent même pas l'utilité de le faire parce qu'ils estiment que, certains estiment que la politique ne sert à rien, que voter ne servira à rien et que de toutes les manières, la configuration sera la même. Et l'Assemblée actuelle n'incite pas, y compris pour les politisés d'entre les Algériens, n'incite pas à aller voter. Nous avons vu que pendant 5 ans, c'est la première fois depuis au moins 97 où aucune loi n'a été touchée, aucune proposition des députés n'a été acceptée, aucune proposition de loi n'a été acceptée, et ce qui fait dire aux gens que voter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, autant laisser ce rendez-vous, les autorités, le pouvoir veut que ce soit un rendez-vous qu'il faut respecter, eh ben, soit-il, ainsi soit-il, il va être respecté et les résultats seront toujours les mêmes. Bouchlef, merci. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose, Hassan? Non, je voulais juste dire aussi qu'il y a un autre phénomène dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas le temps. Il y a des militants valables qui se sont présentés et qui se disent, bon, il y a un interstice et tout ça, il faut une brèche, il faut quand même l'utiliser. Oui, c'est-à-dire ne pas complètement tout abandonner, quoi. Mais ils savent qu'ils ne pourront rien. Voilà. Même s'ils sont élus. Nous avons vu les candidats du RCD durant le mandat de Ouiahia, la gouvernance de Ouiahia. Ils sont élevés, ils ont dit les codes vérité, mais sans plus. Ils n'ont rien changé. Oui. Alors, merci à vous, chers amis. J'aimerais, avant de conclure, rappeler qu'il y a une très belle initiative de Karim Tabou qui vient de lancer un appel. J'espère que nous pourrons en parler demain. Un appel, semble-t-il, à un climat plus apaisé pour pouvoir tous discuter ensemble, y compris le système lui-même. Nous essaierons d'en parler demain. Merci, Dr Hassan Hirish. Merci. Vous faites partie de la solution et non pas du problème. Voilà. Merci, Abdelrahim Ouassouar. Merci, Ali Bouchlef. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. À demain, j'espère. Bonsoir, Rick.